Ça va ton gros? La farm? Allez les copains, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je profite d'un petit bivouac en montagne. Je suis devant une magnifique cabane dans le Haut-Verdon pour vous tourner une vidéo. C'est un petit peu grâce à vous que je fais cette vidéo parce que je reçois beaucoup de messages sur Instagram concernant des choses que l'on pense être justes, que l'on pense être vraies par rapport à la randonnée, le trekking. Et je me rends compte qu'en fait, il y a pas mal de personnes, surtout des personnes qui débutent, qui ont de fausses informations ou pensent des choses ou ne sont pas assez informées. Désolé, il y a un petit peu de vent, il fait froid. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas conscientes de certaines choses. Un exemple rapide, petit spoil, est-ce que ça vous parle, la température de confort sur un sac de couchage? Est-ce que je vous dis qu'en général ce qui est annoncé c'est faux? Voilà, donc je pense que vous avez du coup un peu compris le thème, le sujet de la vidéo. Je rentre me mettre au chaud et je vous explique un petit peu tout ça. Il y aura donc 8 choses que je vais vous apprendre aujourd'hui. Allez, la première chose, c'est surtout une différence qu'il faut arriver à faire, qu'il faut connaître et pas forcément tout le monde le sait. Il y a une différence entre camping sauvage et bivouac. Je mets la capuche, désolé, je suis congelé. On voit souvent des panneaux avec des tentes, des choses comme ça barrées et du coup les gens se disent ah, ça veut dire qu'on peut pas bivouaquer. Des fois c'est précisé, des fois non, mais en général c'est le camping sauvage qui est interdit. Le camping sauvage en gros c'est quand on va installer un campement sur plusieurs jours où on ne va pas lever sa tente la journée ou installer par exemple des tentes autour d'une voiture avec en plus de ça une tente de toit, des tonnelles, des choses comme ça. Ça c'est du camping sauvage et oui ça effectivement il y a certains endroits c'est interdit. Je ne vais pas rentrer non plus dans tous les détails, il y a plein d'informations sur ça sur internet, vous inquiétez pas. C'est juste des infos brèves comme ça que je vous donne. Au moins du coup vous partez l'esprit un petit peu plus tranquille quand vous partez en trek. Le bivouac du coup qu'est-ce que c'est? On pose sa tente le soir, on la démonte le matin et ensuite je parle de la tente avec arceau ou bâton hein, et on continue donc son itinérance. Ça c'est du bivouac. En général le bivouac est autorisé quasiment de partout. Dans les parcs nationaux, il y a une réglementation à respecter. En général, comme je vous dis, c'est écrit sur les panneaux, 19h, 9h. Avant 19h, vous n'avez pas le droit de monter votre tente. Et pareil, du coup, le lendemain, à 9h du matin, il ne faut plus qu'il y ait de tente. Sinon, petite amende. Attention, il y a des gardes partout. Hein. Vanoise, Mercantour, ce genre d'endroit, c'est fliqué à mort. Donc faites attention et respectez surtout la loi, c'est important. Le camping sauvage, on s'installe sur plusieurs jours. Et le bivouac, on pose notre tente. Et ensuite, le lendemain, on la démonte et on se barre. Voilà. Il y a beaucoup de personnes aussi qui me posent la question. Je vous prends l'exemple parce que c'est un des plus réputés, le TMB. Je reçois beaucoup de messages sur Instagram de personnes qui me demandent Nico, je pars faire le tour du Mont Blanc en mars, avril. Est-ce que tu as des conseils à me donner vu que tu l'as déjà fait? Et surtout en plus c'est des gens qui n'ont pas forcément beaucoup d'expérience. Le conseil que je donne quand on pose cette question c'est de ne pas partir en mars, avril faire le tour du Mont Blanc parce qu'il y a des saisons à respecter quand on part en trek. Là je parle des treks les plus classiques quand il n'y a plus de neige etc. Parce que c'est la saison propice pour les treks et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde en montagne. L'été, on ne part pas faire un tour du Mont Blanc en mars ou en avril. Vous allez vous retrouver avec des endroits, il va y avoir encore des congères. Vous allez bouffer de la neige sans cesse. Il y a des cols qui sont à plus de 2000 mètres d'altitude. Vous allez pouvoir, certains endroits, hein, vous retrouver avec encore 50 cm, peut-être 1 mètre de neige en fonction de la saison, en fonction de l'année. Est-ce que ça a été une année à neige ou pas? Enfin bref, pour les personnes qui débutent, qui veulent se faire un premier trek, prendre du plaisir, je vous déconseille vraiment de partir à la fin de l'hiver, début printemps. Partez fin juin, juillet, août, septembre. Ça sera pour moi la saison la plus adaptée à cette activité-là, du trekking. Faites-moi confiance. Allez, un autre truc auquel il faut faire très attention, et ça je le vois souvent. Il y a beaucoup de personnes qui m'envoient des messages sur Insta avec leur liste de matériel pour partir en trek. Et à l'intérieur de cette liste, il manque la veste de pluie. Du coup, je leur dis, mais du coup, ta veste de pluie, elle est où? Parce qu'en montagne, il pleut souvent. Le soir, il y a souvent des orages, surtout en été. Je dis, mais j'ai ma doudoune. Au pire des cas, je peux mettre ma doudoune s'il pleut. Non, une doudoune, c'est pas imperméable. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se dire, oui, ok, on le sait déjà. Mais n'oubliez pas que tout le monde débute, tout le monde a des préjugés, tout le monde pense un peu comme il veut et comme il a vu ou entendu ou supputé. Et du coup, je suis ici quand même pour vous dire que, attention, j'ai mis là, du coup, en l'occurrence, la doudoune parce que je me gèle. J'ai pris une veste de pluie, celle que vous avez vue juste avant, avec laquelle j'ai fait l'intro là. C'est pas une veste étanche, là, une doudoune. Surtout que les doudounes, en général, à l'intérieur, c'est du duvet d'oie ou du duvet de canard. Les doudounes en duvet, c'est très difficile à laver parce que le duvet, ça craint énormément l'eau. Donc, si votre doudoune prend l'eau, ça va être très compliqué pour vous de la faire revenir avec son gonflant naturel, sorti d'usine, on va dire. Et en plus de ça, elle vous isolera beaucoup moins parce qu'en fait, le duvet va s'agglomérer, ça va faire des boules de duvet et du coup, entre, il n'y aura que du tissu et vous allez vous geler. Prenez une veste de pluie, chaque matériel, chaque vêtement a sa particularité et a son rôle. Vous avez donc le système des 3 couches, la première peau thermique, donc là qui est en dessous, c'est mon tricot de peau en laine mérino pour moi. Ensuite, dessus, je mets une
une veste isolante qui va me tenir au chaud, la doudoune, et ensuite par-dessus, on met sa veste imperméable pour se couper du vent, de la pluie, des intempéries en général. Voilà, j'espère que c'est un petit peu plus clair pour vous. Je rentre parce que je me gèle, on parle de la suite quand il y a du soleil. Bon, ça fait plusieurs heures que j'essaye, j'espère qu'il y a du soleil, il n'y a pas de soleil. Au contraire, le temps s'est aggravé, donc on va tourner la vidéo. À l'intérieur, je suis dans une belle petite cabane de montagne. Là, il y a le poêle à bois ici. On est au chaud, donc on continue. J'ai plein de choses à vous dire. Alors, il y a un truc aussi qui me revient souvent sur Instagram. Du coup, j'aimerais bien vous en parler et peut-être donc vous l'apprendre pour les personnes qui ne sont pas au courant. Les cartouches de gaz qu'on utilise pour les réchauds donc à gaz quand on part en trek. Il faut savoir que la première fois quand elles sont neuves et qu'on les a percutées, c'est pas parce qu'elles sont percutées que du coup il va falloir mettre un capuchon dessus ou quoi que ce soit pour pas que le gaz fuit. Là, vous voyez, elle est déjà percutée depuis un petit moment. On a fait cuire des choses dessus. Ça fait peut-être 2-3 sorties que j'utilise, il n'y a pas de capuchon dessus, il n'y a rien. Pourtant, oui, vous allez me dire, il y a un trou, mais il n'y a rien qui sort. C'est fait exprès, il y a un clapet anti-retour. Et en fait, quand on vient fixer notre réchaud dessus, peu importe le réchaud, je précise que à part les cartouches de gaz camping gaz qui vont qu'avec les réchauds camping gaz, à part si on met un adaptateur dessus, je crois, toutes les autres, Jetboil, Primus, MSR, vous pouvez toutes les fixer sur peu importe tous les autres réchauds qui existent, donc à gaz. Hop, vous entendez un petit pssst. Ça c'est que du coup en fait le réchaud vient bien perforer le clapet et toujours la petite vanne là bien fermée. Voilà, j'ai fini de cuisiner, je la dévisse, je la fous dans mon sac et c'est bon, c'est reparti, ça craint rien. Voilà. Allez, il y a quelque chose qui revient aussi souvent sur Instagram, je voulais vous en parler parce que c'est important. Il y a beaucoup de personnes qui m'envoient des messages pour leur premier trek, qui ont besoin de conseils et qui me demandent directement qu'est-ce que j'achète comme sac à dos. La première question que je leur pose, moi, c'est qu'est-ce que tu as comme matériel? Parce qu'on adapte son sac à dos au matériel qu'on a et pas l'inverse. Donc en fait, le sac à dos, c'est l'item qu'on achète en dernier et il y a énormément de personnes qui se lancent dans l'aventure, donc des treks, des bivouacs en montagne et qui achètent en premier un sac à dos. Là, par exemple, j'ai un sac à dos de chez Osprey. C'est un 65 litres. Pour l'occasion, là, je suis parti 4 jours en hiver, donc avec des gros habits, grosses doudounes, bonnets, gros gants, etc. Petite scie pour faire du bois, beaucoup de nourriture, plein de choses qu'on n'importera pas forcément quand on part en trek l'été, avec un gros sac de couchage, des choses comme ça. Bref, vous avez compris. Si je prends un sac à dos de trek pour l'été et que j'essaie de faire entrer tout mon matos dedans, c'est mort. Donc, j'ai réfléchi au bon matériel en fonction de l'activité que je vais faire. En général, c'est des personnes qui veulent partir au beau jour, faire un petit GR, quelque chose comme ça. Vous allez acheter du matériel qui colle avec ce GR là et ensuite vous achetez votre sac à dos. Et comment on sait quel litrage de sac à dos il faut choisir? Vous mettez tout votre matériel dans un gros sac poubelle de 100 litres. S'il y a énormément de place, vous prenez un sac poubelle de 50 litres. Si vous voyez qu'il manque, vous prenez un sac à dos de 65 litres. Et si vous voyez que le sac poubelle de 50 litres est encore trop gros, ce qui m'étonnerait quand même, mais ça se peut, vous prenez un sac à dos de 45 litres. Et voilà. Donc évitez d'acheter des sacs à dos au hasard, comme ça, sur un coup de tête, parce qu'il est beau ou parce que je ne sais trop quoi, ou parce qu'il est gros, du coup c'est cool, on va pouvoir mettre plein de choses dedans. C'est pas forcément une bonne vision des choses, une bonne façon de réfléchir, de prendre un sac à dos plus gros que ce qu'on aurait donc besoin, parce qu'on va toujours plus se charger, parce qu'il y a toujours plus de place dedans, et c'est pas grave, allez je rajoute ça, et du coup on sera toujours plus lourd, et c'est vraiment pas agréable de marcher avec un sac à dos super lourd. Voilà, achetez votre sac à dos en dernier. Un autre point, je vous disais dans l'intro que certaines marques vous mentez un petit peu, elles vous mentent pas totalement. Je vais vous expliquer en fait comment on peut se tromper et comment on peut être surpris en fait et se retrouver des fois en galère par rapport à ce que les marques nous annoncent concernant les sacs de couchage. Il faut savoir qu'il y a certaines marques qui vont vous annoncer des températures qui ne correspondent pas à la température confort d'utilisation d'un sac de couchage. Là par exemple, devant moi j'ai un Nemo, c'est le Reef 15 degrés Fahrenheit qui est équivalent à -9 degrés Celsius. Donc ça serait du coup en français le Reef -9. Ça veut pas dire que du coup c'est un sac de couchage confort -9 ou à -9 on sera au chaud, on sera bien. C'est un confort -2 degrés. Attention, il y a beaucoup de personnes qui se font avoir, qui achètent des sacs de couchage en pensant du coup qu'ils pourront dormir en plein hiver à -10 degrés avec parce que oh, c'est cool, c'est écrit -9 dessus. Non, et faites gaffe, vous pouvez vous retrouver vraiment en galère. Donc par exemple, là, on peut voir que sur l'étiquette, on voit 15F -9 en gros et à côté, en petit, confort -2, limite -9, extrême -27. À -2 degrés, vous serez bien à l'intérieur, vous vous sentirez bien, il est fait pour faire du -2 degrés. Entre -2 et -9, vous allez commencer à avoir froid. À -9, vous aurez vraiment froid et au-delà, -10, -15, vous êtes en galère totale. Donc, faites attention à ça. Un autre exemple, Thermarest, le Vesper, par exemple, le Kilt que j'ai, il y a le 20F et le 32F, donc c'est équivalent à un -5, 0. C'est pas un confort -5 et un confort 0, c'est un confort 0 et un confort 5. Donc voilà, c'est des petites choses à savoir, faites gaffe, relisez bien les fiches
fiche descriptive des produits et assurez-vous en fait de connaître la bonne température. Et la température à connaître, la plus importante, c'est la température de confort d'un sac de couchage et pas sa limite confort. C'est important à savoir. J'espère que vous ne ferez plus l'erreur du coup. Le dernier point de cette vidéo, je me fais moi-même des fois encore surprendre et le cadre est parfait pour vous parler de ce dernier point. Attention, 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 il faut que vous sachiez que même si vous partez l'été en montagne, il se peut que vous vous retrouvez dans un décor identique à celui-ci aujourd'hui. C'est pas une blague, même en plein été, j'ai eu en août, le 7 août 2023, dans le massif du Mont Tabor sur mon Exatrek, j'ai eu de la neige, ça a neigé une nuit, il n'y avait pas 20 cm de neige, mais il y avait quand même de la neige le matin. Donc attention, c'est pas parce qu'on part en montagne en plein été qu'on ne peut pas se retrouver confronté à de la neige. Prenez bien ça en compte, c'est important parce que vous pouvez vous retrouver en galère aussi. Donc comme vous aurez compris, cette vidéo c'était vraiment pour éviter que vous vous mettiez en galère, que vous puissiez apprendre des choses et éviter d'acheter du matériel inutile ou qui ne correspondent pas forcément à vos activités. Je vais quand même profiter d'un décor totalement bouché où on peut pas faire grand chose. Là c'est mort, la rando c'est vraiment mort. Aujourd'hui il est tombé bien 15 cm et demain ils annoncent aussi encore 15 cm. On va être un peu en galère mais c'est pas grave. Donc voilà, je voulais profiter de ces moments là de plaisir en montagne pour vous parler de choses qui me tiennent à cœur, qui peuvent en aider plus d'un, je présume, je pense, j'espère. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir avec un petit pouce bleu. Dites-moi le en commentaire. Et je vous dis à bientôt. Comme d'habitude, pas trop de folie. Nous, on va promener un petit peu avec Nao dans la neige parce que pêcheur, on est enfermé dans la cabane qui est juste là depuis ce matin. Et voilà, on se dit à bientôt. Que Dieu vous l'agrandisse. La vie, bien évidemment. Portez-vous bien, à bientôt. Bye. Allez bébé.